Salut à tous les passionnés de belle mécanique et bienvenue dans ce numéro spécial de des Deep Dive, conçu sur mesure pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles où aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant et parfois tumultueux de Henrik Fisker et de sa marque Fisker Automotive. Pour décortiquer cette histoire, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert de l'industrie automobile, capable de déceler les subtilités et les enjeux cachés derrière chaque décision. Ravi d'être parmi vous. L'histoire de Fisker est un véritable cas d'école, riche en rebondissements, qui nous en apprend beaucoup sur les défis et les opportunités de l'innovation, surtout dans un secteur aussi compétitif que celui de l'automobile. Exactement. On a tous en tête l'image de la Fisker Karma, cette berline hybride rechargeable au design époustouflant. Mais avant de plonger dans les détails de cette aventure, il faut revenir sur le parcours atypique de Henrik Fisker, le designer. Saviez-vous qu'il a débuté sa carrière en travaillant sur des véhicules électriques chez BMW? Oui, c'est un aspect souvent méconnu de son parcours. Il a d'ailleurs conçu le prototype BMW E1, un véhicule électrique compact pensé pour la ville. Malheureusement, ce prototype a été détruit dans un incendie lors d'une recharge. Un début pour le moins mouvementé dans le monde des véhicules électriques. Incroyable, Geeko, dis-toi. Un signe prémonitoire, peut-être on sent. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'après cet épisode, il s'est tourné vers le design de voitures de sport de luxe, signant des modèles emblématiques comme la BMW Z8, l'Aston Martin DB9 et la V8 Vantage. Absolument. Et c'est là que son talent pour le design s'est véritablement révélé. La Z8, par exemple, était un hommage au roadster classique des années 50, avec des lignes fluides et élégantes. Le DB9, quant à elle, a marqué un tournant pour Aston Martin, en introduisant un design plus moderne et dynamique. Ces voitures ont non seulement marqué l'histoire de leurs marques respectives, mais elles ont aussi influencé toute une génération de designers automobiles. C'est intéressant de voir comment ces expériences ont pu nourrir sa vision pour Fisker Automotive. Après tout, on parle d'une transition assez radicale. Passer des voitures de sport de luxe aux véhicules hybrides rechargeables. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce saut? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, Henrik Fisker a toujours eu une certaine sensibilité écologique, même en concevant des voitures de sport. Il cherchait des solutions pour réduire leur impact environnemental. Ensuite, il a perçu très tôt le potentiel des véhicules électriques et hybrides. Il était convaincu que l'avenir de l'automobile passait par l'électrification, et il voulait être un pionnier dans ce domaine. Donc une vision à long terme. Mais aussi une prise de risque considérable. N'oublions pas qu'il a fondé Fisker Automotive en 2007, en pleine crise financière. Pas vraiment le meilleur moment pour lancer une nouvelle marque automobile, surtout dans un secteur aussi innovant et incertain que celui des véhicules électriques. C'est vrai, le contexte économique était loin d'être favorable. Mais Fisker et son associé Bernard Kohler ont réussi à convaincre des investisseurs et à obtenir un prêt conséquent du gouvernement américain. Ils ont misé sur un positionnement audacieux. Proposer des voitures de luxe éco-responsables, alliant performance et élégance. Un pari risqué, mais qui a séduit une certaine clientèle. Et c'est là qu'entre en scène la Fisker Karma, la première voiture de la marque. Une berline hybride rechargeable au design spectaculaire, qui a fait sensation lors de sa présentation en 2008. La Karma était une véritable déclaration d'intention. Elle montrait que l'on pouvait concilier luxe, performance et respect de l'environnement. C'était une voiture qui se démarquait de tout ce qui se faisait à l'époque, avec ses lignes fluides et sportives, son intérieur raffiné, et sa technologie hybride innovante. Parlons-en de cette technologie. La Karma était équipée du système EVR, un groupe motopropulseur hybride série qui combinait un moteur à essence et deux moteurs électriques. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionnait concrètement? Bien sûr. Le principe de l'hybride série est assez simple. Le moteur thermique ne sert qu'à recharger la batterie qui alimente les moteurs électriques. Dans le cas de la Karma, les roues étaient uniquement entraînées par les moteurs électriques. Le moteur à essence, un 4 cylindres turbo-compressé d'origine General Motors, servait de générateur pour recharger la batterie lithium-ion. Donc une sorte de prolongateur d'autonomie, etc. Exactement. Ce système permettait à la Karma d'avoir une autonomie plus importante que les véhicules électriques de l'époque, tout en conservant des performances impressionnantes. Elle pouvait parcourir environ 80 km en mode tout électrique. Puis le moteur à essence prenait le relais pour recharger la batterie et assurer une autonomie totale de près de 500 km. C'était une solution assez novatrice pour l'époque, qui permettait de répondre aux craintes de l'autonomie limitée des véhicules électriques. Mais au-delà de la technologie, la Karma se distinguait aussi par son design intérieur, n'est-ce pas? Oh oui, absolument. L'intérieur de la Karma était tout aussi spectaculaire que son design extérieur. Fisker avait mis l'accent sur les matériaux nobles et les finitions soignées. On y retrouvait du cuir de haute qualité, du bois récupéré de forêts géré durablement, et même des inserts en aluminium recyclés. Un vrai parti pris pour le luxe durable en quelque sorte. Et il y avait aussi quelques détails assez originaux, comme le sélecteur de vitesse en forme de diamant,
avec des boutons tactiles au lieu d'un levier traditionnel. Oui, c'était un choix audacieux, qui reflétait le caractère unique de la voiture. Ces boutons permettaient de choisir entre les différents modes de conduite. Tout électrique, sport ou prolongateur d'autonomie. Il y avait aussi des palettes au volant. Mais attention, pas pour changer les vitesses, mais pour ajuster le niveau de récupération d'énergie au freinage. Tout un programme Mbishi. On sent que Fisker a voulu créer une voiture qui soit à la fois technologique, performante, luxueuse et respectueuse de l'environnement. Un véritable tour de force, mais qui n'a pas été sans difficulté. Comme on le verra dans la suite de notre discussion, En effet, la route vers le succès a été semée d'embûches pour Fisker Automotive. L'une des premières difficultés a été la production de la Karma elle-même. Ah oui, souvenez-vous. Ils avaient choisi de confier l'assemblage à Valmet Automotive en Finlande, une décision stratégique, mais qui a peut-être contribué à fragiliser l'entreprise. Absolument. Externaliser la production permettait à Fisker de réduire les coûts initiaux et de se concentrer sur le développement et le marketing. Mais cela impliquait aussi une dépendance vis-à-vis d'un partenaire externe, ce qui peut complexifier la gestion de la qualité et des délais. Et puis, il y a eu le fameux épisode des batteries défectueuses fournies par A123 Systems, qui a conduit à un rappel massif et terni l'image de la Karma. Un véritable coup dur pour Fisker Automotive. Oui, ce problème de batterie a été un tournant dans l'histoire de la marque. Non seulement il engendrait des coûts importants, mais il a aussi ébranlé la confiance des clients et des investisseurs. C'est d'autant plus dommage que la Karma avait vraiment un potentiel énorme. Elle était belle, performante. Et elle incarnait une vision avant-gardiste du luxe durable. Tout à fait. La Karma a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures hybrides rechargeables de luxe. Elle a montré qu'il était possible de concilier performance et respect de l'environnement, sans sacrifier le style et le confort. D'ailleurs, en parlant de style, il y a un élément de la Karma qui m'a toujours intrigué, le toit solaire. Quelle était sa fonction exacte? Le toit solaire était un élément distinctif de la Karma. Il alimentait le système de ventilation, permettant de rafraîchir l'habitacle sans solliciter la batterie principale. Astucieux. Même si l'impact sur l'autonomie était limité, c'était un symbole fort de l'engagement de Fisker pour les énergies renouvelables. Précisément. Chaque détail de la Karma avait été pensé pour refléter cette philosophie. L'utilisation de matériaux recyclés, le bois provenant de forêts géré durablement. Tout convergeait vers une approche éco-responsable du luxe. Et puis il y avait cette batterie lithium-ion, assez volumineuse, logée dans le tunnel central entre les sièges avant. Un choix qui a dû influencer le design et l'habitabilité de la voiture. Effectivement, le positionnement de la batterie a permis d'abaisser le centre de gravité, améliorant ainsi la tenue de route. Mais cela a aussi limité l'espace à l'arrière, faisant de la Karma une voiture plutôt adaptée à un usage en coupé. Un compromis souvent observé dans les voitures sportives, où le style et la performance priment parfois sur l'espace intérieur. Mais malgré ses atouts, la Karma n'a pas réussi à sauver Fisker Automotive de la faillite. Qu'est-ce qui a précipité la chute de l'entreprise, As? Outre le problème des batteries, Fisker a été confronté à une série de difficultés, des retards de production, des coûts de développement plus élevés que prévu, et une concurrence accrue sur le marché des voitures hybrides de luxe. La crise financière de 2008 a également pesé sur l'entreprise, rendant l'accès au financement plus difficile. Un enchaînement de circonstances qui a finalement conduit à la vente des actifs de Fisker Automotive à la société chinoise Wangxian en 2014. La fin d'une aventure audacieuse. Mais c'est aussi le début d'un nouveau chapitre pour la Karma. Oui, Wangxian a relancé la production de la Karma sous le nom de Revero. Sous la marque Karma Automotive, la Revero a repris les grandes lignes de la Karma, avec quelques améliorations techniques et esthétiques. Une renaissance qui témoigne de la force du concept initial imaginé par Hendrik Fisker. Mais que devient-il, lui, pendant ce temps? Abandonne-t-il le monde de l'automobile? Pas du tout. Hendrik Fisker est un entrepreneur dans l'âme. Il a rebondi en fondant une nouvelle entreprise Fisker Inc. et en lançant un nouveau modèle, le Fisker Ocean, un SUV 100% électrique. Fascinant. On dirait que l'échec de Fisker Automotive n'a fait que renforcer sa détermination à innover dans le domaine des véhicules électriques. Exactement. Hendrik Fisker a tiré les leçons de ses erreurs et a su s'adapter aux évolutions du marché. Avec le Fisker Ocean, il vise un segment en pleine expansion, celui des SUV électriques. Et il mise sur un design distinctif et des technologies innovantes pour se démarquer de la concurrence. Et d'ailleurs, Fisker Inc. n'a pas seulement misé sur l'Ocean. Il me semble qu'ils avaient d'autres projets en développement, non? Ah oui, vous pensez au Fisker Surf et au Fisker Sunset. Deux concepts qui promettaient de décliner l'ADN de la Karma sur d'autres types de carrosseries. Exactement. Le Fisker Surf, un break de chasse sportif, et le Fisker Sunset, un cabriolet élégant. Deux variations sur le thème de la Karma qui auraient pu séduire un public encore plus large. Imaginez la Karma avec son design fluide et ses lignes sportives.
décliné en un break spacieux et polyvalent. Le Surf avait vraiment de quoi faire rêver les amateurs de belles carrosseries. Et le Sunset, avec son toit ouvrant, aurait offert une expérience de conduite encore plus exaltante. Les cheveux au vent. C'est vraiment dommage que ces projets n'aient pas abouti. Le manque de moyens financiers a sans doute joué un rôle dans l'abandon de ces concepts. Mais Fisker Automotive avait aussi une autre ambition. Conquérir le marché des berlines de taille moyenne avec la Fisker Atlantic. Ah oui, Project Nina, comme on l'appelait à l'époque. La Fisker Atlantic devait être une sorte de petite sœur à la Karma. Plus accessible en termes de prix, mais toujours dotée d'un design distinctif et d'une technologie hybride rechargeable. Une voiture qui aurait pu séduire une clientèle plus large. Et pour ce projet, Fisker Automotive avait même conclu un accord avec BMW pour la fourniture de moteurs. Une collaboration qui aurait pu donner naissance à une voiture vraiment intéressante. Absolument. Fisker avait prévu d'utiliser des moteurs 4 cylindres turbo-compressés de 2,0 litres fournis par BMW. Une alliance qui aurait permis à Fisker de bénéficier de l'expertise de BMW en matière de motorisation, tout en réduisant les coûts de développement. Malheureusement, les difficultés financières de Fisker Automotive ont mis un terme à tous ces projets prometteurs. La Fisker Atlantic, le Surf, le Sunset. Autant de voitures qui n'ont jamais vu le jour. Une véritable frustration pour les amateurs de belle mécanique. C'est certain, mais l'histoire de Fisker Automotive nous rappelle que l'innovation est un chemin semé d'embûches. Il ne suffit pas d'avoir des idées brillantes. Il faut aussi les moyens de les concrétiser. Et dans le cas de Fisker, le manque de financement conjugué aux problèmes de production et à la crise économique a eu raison de ses ambitions. Une leçon importante pour tous les entrepreneurs qui se lancent dans des projets audacieux. Mais l'histoire de Henrik Fisker ne s'arrête pas là. Avec Fisker Inc., il a su rebondir et proposer de nouveaux modèles de véhicules électriques comme le Fisker Ocean. Une preuve de sa persévérance et de sa passion pour l'innovation. Oui, Henrik Fisker est un visionnaire qui n'a jamais abandonné ses rêves. Malgré les échecs et les obstacles, il a toujours cru au potentiel des véhicules électriques. Et avec Fisker Inc., il a l'opportunité de démontrer que ses idées peuvent se transformer en réalité. Son histoire nous rappelle que l'échec n'est pas une fatalité, mais une étape sur le chemin de la réussite. Et qui sait peut-être que nous verrons un jour renaître certains des projets abandonnés de Fisker Automotive, comme le Surf ou le Sunset. L'avenir nous le dira. C'est une perspective enthousiasmante. En tout cas, l'héritage de Henrik Fisker est indéniable. Il a contribué à faire évoluer l'image des véhicules électriques, en démontrant qu'ils pouvaient être à la fois performants, élégants et respectueux de l'environnement. Et c'est sur cette note positive que nous concluons notre plongée dans l'univers fascinant de Henrik Fisker et de sa marque. Un grand merci à vous, chers experts, pour vos analyses éclairées et vos précieux éclaircissements. Ce fut un plaisir de partager ma passion pour l'automobile avec vous et les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner à The Vintage Car Chronicles pour votre dose quotidienne d'actualité et d'analyse sur le monde fascinant de l'automobile. À bientôt pour de nouvelles aventures.